Bienvenue à toutes et à tous. Et avant de commencer, je commence par donner la parole à Michael Coriche, qui est attaché de coopération éducative à l'Institut français de Roumanie. À vous la parole, Michael. Merci beaucoup, Emmanuel Sanson, pour cette introduction et pour me permettre de dire tout d'abord bienvenue à l'ensemble des enseignants qui se sont inscrits, qui sont présents ce soir. Merci tout d'abord aussi à l'OIF CREFECO qui organise toujours avec tout le professionnalisme qu'on y connaît ces différentes formations tout au long de l'année et auxquelles nous sommes évidemment à l'Institut français de Roumanie très heureux de participer, d'accompagner. Et bien sûr, merci à la formatrice. C'est à vous l'honneur, bien sûr, Valérie Soubre, de pouvoir animer cette formation auprès de ce public très nombreux. C'est vrai que vous êtes très nombreux à vous connecter ce soir. Et Valérie, donc, c'est vrai que vous avez une expérience déjà solide dans la formation avec un parcours très divers et évidemment vous êtes de l'Université catholique de Lyon, mais ce soir vous intervenez pour l'OIF CREFECO et pour l'Institut français de Roumanie. Voilà, pour vous signaler que, comme d'habitude, ce webinaire est suivi d'ateliers. Vous le savez, Emmanuel Sanson pourra revenir sur le fonctionnement. Et une fois de plus, pour vous remercier toutes et tous de vous être connectés, de suivre ces formations de l'OIF CREFECO, de l'Institut français de Roumanie, avec autant de fidélité. Et cela nous fait extrêmement plaisir. Merci. Merci, Michael. Donc, avant de vous présenter notre animatrice aujourd'hui et la thématique, juste des petites précisions techniques pour ceux qui n'ont pas encore participé à des webinaires sur la plateforme Zoom Webinar. Je pense qu'aujourd'hui, en novembre, on n'est pas encore en décembre, en novembre 2021, tout le monde sait plus ou moins comment fonctionne Zoom. Mais si vous voulez poser des questions, vous pouvez bien sûr interagir dans le chat, dans le fil de discussion entre vous, mais aussi poser des questions à l'animatrice que nous noterons et auxquelles elle pourra répondre directement si elle en a l'opportunité ou à la fin du webinaire. Mais vous avez aussi la possibilité de poser une question via l'option questions-réponses, donc via l'onglet qui est juste à gauche de votre écran, juste à gauche du fil de discussion. Et donc là, cette question sera directement envoyée à nous, les animateurs et les panélistes de ce webinaire, et on pourra les noter et y répondre en fin de webinaire également. Voilà, une précision aussi sur les ateliers dont a parlé tout à l'heure Michael Coriche. Effectivement, donc, il y aura, donc, comme d'habitude, 2 ateliers qui vous permettront d'approfondir la thématique vue aujourd'hui, qui seront aussi animés par Valérie Soubre, donc qui auront lieu donc la semaine prochaine, mardi 16 novembre ou le lendemain, le mercredi 17 novembre. Donc, vous verrez passer dans le fil de discussion vers la fin du webinaire un formulaire d'inscription qui vous permettra de vous inscrire à ces ateliers qui sont malheureusement, dont les places sont malheureusement limitées. C'est le principe d'un atelier, donc, ou limité à 60 personnes maximum. Et donc, nous excusons d'avance pour tous ceux qui ne pourront pas y participer. Voilà, donc on a le plaisir d'accueillir donc aujourd'hui Valérie Soubre, qui est donc enseignante-chercheuse en didactique des langues à l'Institut de langue et de culture française de l'Université catholique de Lyon, et qui a accepté, que nous avons sélectionné, hein, puisque chaque intervenant au webinaire, à nos webinaires font l'objet d'un appel à expertise internationale. Et donc Valérie Soubre va animer cette thématique qu'elle connaît bien sur l'évaluation. Et donc, l'évaluation dite positive, elle pourra en parler mieux que nous, savoir qu'est-ce qu'on cache, qu'est-ce que cache ce mot, qu'est-ce que l'évaluation dite positive et comment ça fonctionne. Voilà, je n'en dis pas plus et Valérie Soubre va vous présenter cette thématique et en parler avec vous ce soir et la semaine prochaine. Voilà, merci à toutes et à tous et la parole est à vous, Valérie. Merci.
Merci. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'abord d'être parmi vous aujourd'hui, même si on est en distanciel. On représente là effectivement, quand on voit les interventions des uns et des autres, un certain nombre de pays. Donc, c'est toujours fantastique, ça, ce que permet le numérique, au moins pour ça. Je remercie aussi le CREFECO, donc Monsieur Sanson et l'Institut français de Roumanie, en la personne de Madame Stanila et Monsieur Coriche, pour les échanges que nous avons eus, leur accueil et puis leur accompagnement pour ce soir pendant ce webinaire. Alors, donc, comme l'a dit Monsieur Sanson, je suis effectivement enseignante-chercheuse spécialiste didactique des langues et en particulier de l'évaluation, mais je tiens aussi à vous dire que je suis aussi enseignante de français langue étrangère et actuellement, j'ai un groupe, par exemple, d'étudiants donc internationaux qui travaillent sur un niveau B2. Voilà, donc il y a un certain nombre d'outils que je vais vous présenter ce soir, plutôt dans la deuxième partie de ce webinaire, qui sont directement issus donc, du travail que je fais avec mes propres étudiants, et notamment ce semestre. Alors, je vais commencer en vous partageant donc, mon écran. Voilà. Si vous pouvez juste me confirmer que c'est bien la bonne version que vous voyez. Oui, parfait. Donc, effectivement, ce soir, on va se poser la question de l'évaluation positive de ces démarches et de ces outils. Alors, je ne sais pas si vous vous êtes inscrit directement sur ce webinaire à partir du thème ou si vous avez commencé un petit peu à regarder ou précédemment à ce webinaire, d'ailleurs, si cette question vous a déjà interpellé. Mais si vous avez tapé sur un moteur de recherche, quel qu'il soit, ce terme, évaluation positive, je pense que vous avez pu découvrir qu'il existe une multitude, vraiment des centaines de pages web qui portent donc sur l'évaluation positive. Et les questions que ça nous pose tout de suite, c'est mais ça vient d'où, en fait, cette évaluation positive? On avait en tête un certain type d'évaluation, une certaine terminologie pour parler de l'évaluation. Et là, on se rend compte que l'évaluation positive, c'est quoi, en fait? D'où elle vient? Qu'est-ce que c'est? Pour qui? Avec qui? Quels outils? Comment? Est-ce qu'une évaluation positive, c'est le contraire d'une évaluation négative? Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que c'est encore un truc qu'on va nous demander de mettre en place? Parce qu'on a quand même l'impression en classe de faire beaucoup d'évaluations. Est-ce qu'on n'en fait pas trop? Est-ce que finalement, on a encore des moments où on enseigne, où les étudiants, les élèves apprennent? Ou est-ce qu'on est tout le temps en train de faire de l'évaluation? Donc, ce que je vais vous proposer dans un premier temps sur ce webinaire, c'est de faire un petit peu le tri par rapport à tout ça et de voir à quoi renvoie cette évaluation positive. Dans un deuxième temps, ce que je souhaiterais que nous fassions ensemble, c'est d'identifier, et c'est la proposition que je vous ferai, d'identifier des démarches, mais aussi des outils qui rentreraient donc dans une évaluation dite positive et qui seraient donc des outils et des démarches qui paraîtraient intéressants à mettre en place donc dans nos classes. Alors, pour cela, je vais vous proposer de commencer par un petit sondage pour que vous puissiez aussi vous exprimer et dire ce que vous mettez sous ce titre. Alors, je vais vous proposer un sondage, non pas via Zoom, parce qu'en discutant avec Emmanuel Sanson, on s'est dit que ça pouvait être aussi intéressant que vous puissiez découvrir un outil pour certains, puis peut-être redécouvrir ou utiliser un outil que d'autres connaissent. Donc, on va travailler pour ce sondage avec WooClap, qui est un outil gratuit en ligne et qui permet d'organiser, donc là, un sondage, mais qui permet d'organiser aussi des QCM, des nuages de mots, etc. Donc, je vais vous demander de vous connecter avec donc, votre outil, et puis je vais partager aussi, voilà, votre outil sur ce sondage, donc soit en tapant WooClap, et puis donc le numéro qui est ici, donc ZUAGRX. Vous n'avez rien à télécharger,
Vous avez en haut de la page VooClap, en haut à gauche, simplement à rentrer ce code. Ou sinon, vous pouvez également scanner le QR code. Donc, je vous laisse peut-être quelques instants pour pouvoir vous connecter. Et une fois que vous êtes connecté, vous arrivez donc sur le sondage où la question que je vous pose, c'est une évaluation positive. À quel type d'adjectif vous l'associez? Avec 4 propositions: bienveillant, approximatif, formatif ou peu fiable. Alors, quelques minutes là pour qu'il y ait quelques interventions supplémentaires. Pour ceux qui n'ont pas réussi à se connecter, hein, pas de problème. Hein, vous voyez normalement sur l'écran le sondage progresser avec effectivement 2 adjectifs qui reviennent particulièrement, qui sont les adjectifs bienveillants et formatifs. Et puis, un tout petit pourcentage autour de l'adjectif approximatif. Bon, je vois que ça ne bouge plus en termes d'effet, un tout petit peu. Cela permet, là, nous avons donc 85 interventions avec, vous le voyez, hein, 48% et vraiment au coude à coude 47% pour bienveillant et formatif, qui se dégagent donc très clairement, vraiment très nettement des adjectifs que vous avez choisis et qui permettent effectivement d'associer à positif donc cette évaluation qui va être une évaluation bien évidemment plutôt bienveillante et positive. Alors, je vais revenir de ce fait au partage d'écran du diaporama pour vous, avec l'idée effectivement de pouvoir, à partir de là, se dire, déjà pour commencer, à partir de ces 2 adjectifs que vous avez majoritairement choisis, l'évaluation positive, on va partir de l'idée que c'est tout d'abord un état d'esprit. Un état d'esprit à la fois pour nous, enseignants, mais aussi du côté de nos apprenants. On va en dire un petit peu plus tard tout ce que ça comporte dans cet état d'esprit. Et puis, vraiment, du côté de notre idée que par cette évaluation positive, on ait aussi une certaine posture, une certaine manière d'être dans la classe, en étant, par exemple, ouvert, attentif, confiant, patient, au service, donc, réellement des apprentissages, puis là, je vois qu'il y a une petite coquille, et pas seulement des contenus. Donc ça, c'est un point effectivement important qui va nous occuper une bonne partie de ce webinaire. Alors, je vais vous demander d'imaginer une situation en lien avec les jeux vidéo. Je pense que pour beaucoup, alors peut-être vous-même déjà, vous avez l'occasion de jouer régulièrement ou dans le cadre de peut-être de vos enfants ou de personnes autour de vous. Et un des aspects donc, des jeux vidéo, c'est de l'évaluation, c'est-à-dire il vous faut passer un certain nombre d'épreuves pour réussir à changer de niveau, à passer au niveau supérieur. Et si vous ne réussissez pas les épreuves, si vous ne réussissez pas à passer au niveau supérieur, qu'est-ce qui se passe? Eh bien,
vous avez la possibilité de revenir sur le niveau que vous venez de faire et que vous n'avez pas réussi pour pouvoir refaire. Et cette fois-ci, peut-être, donc, retenter, refaire, réessayer pour accéder au niveau supérieur. Ce bouton, donc ce fameux bouton replay, dans nos systèmes éducatifs, il n'existe pas. On évalue et quand on évalue, c'est souvent une fois. C'est souvent au moment d'un contrôle, en fin de séquence, par exemple. Et de ce fait, on évalue plutôt des résultats et beaucoup moins des processus en regardant le chemin parcouru. Donc, c'est ce que je vais vous proposer en fait ce soir, c'est de nous centrer non pas sur les résultats, non pas sur ce à quoi on arrive, mais plutôt sur le chemin parcouru avec les élèves. Et donc, l'idée, c'est qu'on ne passe plus son temps à évaluer au lieu d'enseigner, mais cette fois-ci, on va évaluer en enseignant. Alors, à partir de cette situation du jeu vidéo, on peut aussi émettre un certain nombre de constats, justement, par rapport à cela. Alors, les constats autour de l'évaluation, vous allez voir qu'ils sont un certain nombre de ce qui fonctionne plus ou moins bien. Le premier constat, c'est que quand on parle d'évaluation, comme je le disais précédemment, on parle principalement de contrôle à la fin de la séquence. Ça, c'est la première chose. Le deuxième constat qu'on peut émettre, c'est que pour les apprenants, pour nos élèves, pour nos étudiants, c'est souvent difficile de se situer dans leur apprentissage. Si vous faites le point, alors en général, on le fait un jour où on est très en forme, mais si vous vous placez à la sortie de votre classe, à la sortie de votre cours, et que vous demandez aux élèves ce qu'ils ont retenu, par exemple, aujourd'hui, ce que ça leur a apporté, ce qu'ils ont trouvé intéressant pour leur apprentissage du français, ce qu'ils ont trouvé de différent, ce qu'ils ont plus appris aujourd'hui, eh bien, vous allez vous retrouver souvent face à des grands yeux comme ça, où les élèves vont vous dire, alors dans le meilleur des cas, ils vont vous donner un point de grammaire, et puis dans le pire des cas, ils vont vous dire, en fait, je ne sais pas. Donc, il y a aussi cette idée qu'effectivement, le fait de ne pas se situer, de ne pas s'approprier son parcours, son apprentissage, génère peu de pratique dans l'évaluation formative. Autre point, en lien avec le fait que les élèves ont du mal à se situer dans leur parcours, dans leur apprentissage, ont du mal à dire ça je sais faire, ça je sais moins bien faire, ça je ne sais pas du tout faire. Parce que quand il y a auto-évaluation, elle se fait souvent soit sur une activité langagière. Alors, je pense qu'on est nombreux, par exemple, à travailler en auto-évaluation pour la production orale, par exemple, sur des savoir-faire aussi, les exposer, très souvent, mais ça va rarement plus loin au niveau de la compréhension orale ou écrite ou au niveau de la production écrite. En général, là, ce sont des constats, on va dire, généraux. Ça ne veut pas dire que chacune de vous ne le fait pas dans sa classe. Mais c'est aussi très souvent en lien avec le fait que nous, enseignants, on imagine ou on se fait souvent une représentation comme quoi les élèves, nos élèves, auraient du mal à s'auto-évaluer. Peut-être parce qu'ils se sur-évalueraient ou qu'ils se sous-évalueraient. Donc, on voit qu'en tout cas, cette question de l'auto-évaluation pose des questions réelles. La question aussi sur le parcours, donc lorsqu'il y a changement de groupe, lorsqu'il y a changement de niveau, c'est difficile de prendre en compte ce qui a été fait auparavant. Et puis, le dernier constat, mais qui va découler en fait de tous les points qu'on vient de nommer, c'est que pour l'évaluation, pour le retour sur ce que les élèves savent et savent faire, eh bien finalement, cela dépend principalement du retour de l'enseignant. Donc, à partir de tous ces constats dans lesquels vous vous retrouvez, alors plus ou moins, là c'est sûr, en fonction de vos pratiques, en fonction de ce que vous faites déjà dans les classes, mais à partir de ces constats, la première, on va dire la première surprise que l'on peut avoir, c'est
C'est ça. Et pourtant, depuis 2001, on a le cadre européen commun de référence pour les langues. On a donc ce document qui permet de travailler sur apprendre, enseigner, évaluer, et qui donc donne un certain nombre d'éléments. Alors, bien sûr, je ne vais pas vous faire un cours sur le CECRL ou sur ce qu'il y a dans le CECRL. Je pense qu'on est tous relativement au point maintenant sur la question du CECRL. Mais par contre, la question du CECRL et de l'évaluation en particulier, vous, qu'est-ce que ça vous dit? Alors, je vais vous demander par rapport à ça, simplement là, dans le chat, cette fois-ci, de nommer peut-être un ou deux mots-clés pour CECRL et évaluation. Qu'est-ce que vous pourriez dire, vous? Qu'est-ce que ça vous amène à dire? Alors, je vous laisse là aussi intervenir. Alors, par rapport aux différentes interventions qui sont extrêmement riches en termes de mots-clés, on retrouve effectivement les niveaux, les tâches, les compétences, les descripteurs, le portfolio, bien sûr, les différents niveaux, oui. Donc, on sait qu'on a à partir de là déjà un certain nombre d'éléments qui vont pouvoir être utilisés donc, pour la suite et pour questionner donc, cette évaluation positive. Alors, vous continuez à intervenir, aucun problème pour les mots-clés. Je vois que compétence revient extrêmement souvent comme descripteur et effectivement, vous pointez là les deux points importants, très importants pour notre travail aujourd'hui. Donc, très vite, moi, ce que je veux aussi mettre en avant avec vous, comme vous le faites dans le chat à l'heure actuelle, c'est que le CECRL nous a permis de travailler, donc depuis maintenant 20 ans, sur une approche commune qui est l'approche par compétences. Et je vais repartir de cette approche par compétences parce que je pense très sincèrement que c'est à partir de cette approche par compétences qu'on va pouvoir réfléchir justement à cette évaluation positive. Donc, bien évidemment, l'échelle commune avec les 6 niveaux référents et puis également des outils communs, puisque vous parlez de descripteurs, bien évidemment, avec les échelles de descripteurs, donc qui sont relativement détaillées par niveau, par activité langagière dans le CECRL. Moi, je parlerai aussi des échelles de Dialang, si vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble, qui sont à la fin donc, du CECRL, version 2001, et qui sont dans l'annexe C et qui sont des outils, par exemple, moi, je m'en sers énormément pour construire mes séquences de classe, puisqu'elles sont beaucoup plus précises, d'abord parce qu'elles sont par activité langagière et elles sont beaucoup plus précises que les échelles de descripteurs. Et puis, l'autre élément, l'autre outil commun à la suite du CECRL, ça a été donc le portfolio européen des langues. Donc, à partir de ce socle issu du CECRL, on peut commencer à entrevoir donc des prémices d'une évaluation autre, on va dire pour l'instant. Et dans cette évaluation autre, alors, je ne vous fais pas l'affront, parce que je pense que vous connaissez ça aussi bien que moi, donc je ne vous fais pas l'affront de vous questionner sur tâches, perspectives actionnelles, objectifs, etc. Mais tout ça est très en lien, vous le verrez, avec la question de l'évaluation, bien évidemment. Et je vous ai remis, mais plus pour mémoire ici, donc la référence dans le CECRL de la définition donc, de la tâche et de la perspective actionnelle. Alors, pourquoi je vous dis ça, en fait? Pourquoi je fais ce détour qui peut vous sembler être un détour, Pour moi, on est déjà en plein dans notre sujet. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je pense qu'on entrevoit là, dans le CECRL, dans la définition qui est donnée de la tâche, dans la définition qui est donnée
de la perspective privilégiée, qui est la perspective actionnelle. On commence vraiment à voir pointer donc les prémices de ce qu'on va appeler aujourd'hui une évaluation dite positive, mais qui s'appuie à la fois donc sur ces aspects de la didactique des langues et qui vont s'appuyer aussi, ces éléments, sur des aspects, on va dire, plus de pédagogie générale, en lien avec l'approche par compétences et la pédagogie de projet. Et c'est donc ces approches qui vont nous permettre donc de re-questionner l'évaluation. Alors, une évaluation qu'on va dire classique, ou plus classique. Et ce re-questionnement de l'évaluation plus classique, donc plutôt contrôle, plutôt fin de séquence, donc plutôt sommative, on va y venir juste après, c'est ce qui nous permet aussi de partir de la définition de la compétence. Alors, là non plus, je ne vais pas refaire un point précis sur ce qu'est une compétence, d'abord parce que tous les chercheurs ne sont pas d'accord, vous le savez aussi bien que moi, il peut y avoir des acceptions différentes du concept de compétence, mais je vais en tous les cas partir des théories qui sont relativement stabilisées maintenant et qui sont surtout fortement ancrées et en lien avec la didactique des langues et la didactique du FLE. Donc, quand je dis que la compétence, la définition même de compétence va nous servir de socle pour penser l'évaluation positive, c'est parce que dans la compétence, donc on va évaluer un objet qui va être complexe, qui va être multidimensionnel et qui va porter donc sur une acquisition. Cette acquisition est donc en situation et elle va permettre donc à un élève d'agir face à une situation problème, d'accord, en mobilisant donc des ressources, des savoirs, des connaissances, des savoir-faire, donc de la méthodologie, des savoir-être culturels, interculturels, donc des attitudes et des postures, de manière conscientisée. Et c'est certainement là, donc dans le but de franchir, bien sûr, un obstacle, d'atteindre un résultat, de réussir une action. Mais c'est certainement, voyez, à travers ces différents points de la définition de la compétence qu'on va pouvoir, en fait, théoriser cette évaluation positive. Et si je fais ce point-là, c'est pour montrer aussi l'adéquation extrêmement forte entre ce concept d'évaluation positive, qui là, visiblement, apparaît de manière importante, et ce qu'on peut avoir déjà par ailleurs, et donc ce qui porte sur des éléments que nous travaillons déjà dans nos classes, en lien avec la didactique des langues, le CECRL, et des aspects, on va dire, plus de pédagogie générale. Alors, si je veux être un petit peu plus concrète par rapport à ça, et si je veux regarder de manière un petit peu plus précise, qu'est-ce que ça signifie donc de piloter son enseignement et du coup son évaluation dans la classe par le biais des compétences? Alors, deux points de vue par rapport à ça. Un premier point de vue qui sera le nôtre, donc le point de vue de l'enseignant. Si moi, enseignante, je veux vraiment travailler et piloter ma classe, l'évaluation dans cette classe par compétences, ça veut dire qu'il va falloir que je prenne en compte en fait la totalité des points que nous avons vus juste avant et en particulier la complexité de tous ces points, c'est-à-dire comment s'articulent dans la situation les savoirs, les savoir-faire, les savoir-être. Du point de vue donc de l'enseignant qui prend en compte la complexité donc, de tous les composants, et je vous donner donc un exemple. Si je travaille dans une classe, on va dire de niveau A2, pour commencer, je souhaite à la fin de ma séquence, donc je suis en A2, à la fin de ma séquence, je souhaite que mes élèves sachent raconter un événement au passé à un camarade. Donc là, en termes de savoir, il va falloir que ma séquence intègre le passé composé, peut-être l'imparfait, si je suis dans un bon niveau A2,
peut-être l'alternance passé-composé imparfait. Il va falloir qu'au niveau des savoir-faire, je travaille la chronologie. Donc, je dois raconter un événement au passé. Comment je fais? Je commence par quoi? Je continue par quoi? Je clôt comment? Et puis, il faudra aussi, au niveau des savoir-être, que je me positionne au niveau culturel et interculturel avec, par exemple, le tu et le vous. Si je raconte un événement au passé à un camarade, je pourrais utiliser le tu. Si je dois raconter un événement au passé à l'enseignant, il va falloir, dans ce cas-là, que j'utilise le vous. Donc, tous ces éléments vont venir constituer ma séquence, mais de fait, vont venir aussi constituer les éléments des entraînements de l'évaluation. Si je prends maintenant l'autre point de vue, qui est le point de vue des élèves, et je bascule mon rôle, c'est-à-dire je passe élève, moi élève, dans cette situation de raconter un élément au passé, un événement au passé à un camarade, il va falloir donc d'abord que j'aille mobiliser tout ce dont j'ai besoin. Alors j'ai besoin des temps du passé, j'ai besoin de la chronologie, j'ai besoin d'un certain nombre d'éléments culturels, interculturels, et il va falloir que je choisisse par rapport à ces éléments et que je les combine entre eux pour pouvoir réaliser la tâche demandée. Donc ça, il va falloir effectivement que ça soit le fil rouge de toute ma séquence et que ça n'arrive pas simplement à la fin de ma séquence. Ce qui nous permet de dégager deux conséquences par rapport à ça. La première conséquence, c'est que dans cette évaluation par compétence, on passe d'un savoir linguistique à une compétence qui va être multidimensionnelle en situation complexe. Et on va aussi passer d'un relevé de points à une estimation. Alors, ça, je reviendrai sur la question de l'estimation parce que c'est un point extrêmement important quand on parle d'évaluation positive. Donc, l'évaluation, outil de mesure du niveau des compétences. Ok, je vous mets ici une citation de Claire Bourguignon, justement, qui permet de revenir sur l'idée qu'on porte un jugement sur une performance, donc l'usage qui est fait des connaissances et des capacités, et que l'évaluation vise à vérifier jusqu'à quel point chacune dans la classe a su utiliser et mobiliser ses connaissances. D'accord, mais ce point-là, ça veut dire que ça ne peut pas arriver, comme je le disais, en tout dernier point, et qu'il va falloir, au fur et à mesure de notre séquence, eh bien, qu'on rentre dans une problématique plus de formation et d'évaluation pendant cette formation. Et donc, on arrive tranquillement à cette problématique de l'évaluation, mais à une évaluation, alors, comme celle-ci, donc qui amène à porter un jugement, d'accord, sur une performance, uniquement sur une performance, à quel moment est pris en compte le processus, par exemple, et c'est là qu'on se rend compte, certes, mais c'est là qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, si on regarde un petit peu autour de nous, la culture de l'évaluation, elle est partout en fait. Et partout, on va nous parler, alors, dans le meilleur des cas, d'une évaluation dite positive pour faire progresser, soi-disant, mais qui porte uniquement sur une évaluation qui est quantitative. Vous réservez une chambre d'hôtel, vous allez dîner dans un restaurant, vous prenez l'avion, vous passez aux toilettes de l'aéroport juste avant, on vous demande est-ce que c'était propre, pas propre, etc. Donc, on est aujourd'hui, et nos élèves aussi, du coup, dans un système d'évaluation qui, bien avant d'être positif ou pas positif, est une évaluation non pas au service du processus, mais de la performance. Et nous, notre idée ce soir, ça va être justement ce basculement, d'effectuer ce basculement, et on va voir que c'est ce qui va nous permettre de parler d'évaluation positive. Donc, non plus centré simplement sur le résultat de la performance, mais sur le processus. Alors, on va donc tranquillement basculer maintenant du côté des types d'évaluation en repositionnant pour qu'on soit bien au clair tous et toutes ce soir sur les différents types d'évaluation. Là aussi, je vais passer assez rapidement parce que vous les connaissez.
Donc, la diagnostique, la formative, la sommative, avec donc avant, pendant, après. OK. Mais ces différents types d'évaluation, aujourd'hui, on se rend compte qu'on est vraiment dans une logique antagoniste, en fait. Alors, je vous fais grâce de la musique, du film, hein, mais on est un peu là-dedans, hein, c'est-à-dire ces évaluations, comment on arrive à les faire coexister et est-ce que ce n'est pas aussi en les faisant coexister qu'on va pouvoir justement parler beaucoup plus de manière bienveillante et positive des apprentissages des élèves. Alors, si on se positionne en particulier sur le formatif et le sommatif, donc sur l'évaluation formative et l'évaluation sommative, on se rend compte que oui, elles sont sur deux logiques, deux principes, deux fonctionnements différents. Le formatif étant plutôt sur les régulations des apprentissages pendant l'apprentissage et le sommatif étant un bilan des apprentissages à la fin de quelque chose. Malgré tout, les deux font partie d'un système. Et je pense que tous et toutes, ici, dans sa classe, est souvent pris de manière, alors plus ou moins forte, mais dans cette tension, en fait, où on voudrait bien faire du formatif, on voudrait bien faire plus de formatif et être plus positif, très certainement, mais il faut contrôler, il faut mettre des notes souvent, alors ça dépend dans quelle structure vous travaillez, mais il faut souvent rendre des notes aussi et donc faire des contrôles, des bilans régulièrement. Donc, ces deux logiques, elles sont constitutives d'un même système. À la fois, donc pour l'aspect formatif, des informations qu'on récupère en tant qu'enseignant pour soutenir l'apprentissage de nos élèves, pour réguler, pour différencier aussi les processus d'enseignement, et, parce que c'est bien en même temps, un pan plus sommatif qui est de garantir des acquis à l'égard donc de tiers, hein, d'un référentiel, d'une norme externe à la fin d'une séquence, d'une année, d'un cycle, etc. Donc là, je m'appuie sur les travaux de Motier-Lopez. Du coup, vous allez me dire, mais on ne parle pas d'évaluation positive. Alors, en fait, je vais vous montrer que si. Je vais vous montrer que si, parce que cette évaluation positive, en fait, on est bien sur l'idée d'une évaluation plus formative. Alors, plus formative avec deux axes. Là, je vais développer deux axes. Une partie donc en lien avec les aspects formatifs de cette évaluation positive et une partie en lien avec les aspects de bienveillance. Alors, premier point, donc, autour de l'évaluation qui serait donc plus formative. La première chose, je dirais, à entrevoir, et je pense que vous l'avez compris, hein, c'est que ma conviction et mon parti pris lorsque je vous parle d'évaluation formative, c'est de montrer que cette évaluation positive, elle n'est pas nouvelle. C'est une approche qui est déjà en œuvre. Chacun, chacune, à sa mesure, à son rythme aussi, a déjà pris en compte ces éléments et a déjà tenté, essayé ou au contraire a déjà installé certains dispositifs formatifs dans sa classe. Donc, elle n'est pas entièrement nouvelle. Elle s'adosse, cette évaluation positive, forcément à une dimension qui va être beaucoup plus qualitative par rapport au retour que nous allons faire sur les apprentissages de nos élèves. Donc, on revient à ce qu'on disait précédemment sur la question des processus, des procédures, beaucoup plus que la question des résultats. Donc, voilà. L'idée aussi, c'est qu'une évaluation, cette évaluation-là, elle ait du sens, elle ait certainement plus de sens, et qu'elle travaille sur apprendre, mais aussi sur motiver et prendre conscience. Et c'est à partir de ces trois mots-clés, en fait, qu'on va peut-être pouvoir vraiment identifier cette évaluation positive. Et puis le dernier point en lien, en fait, qui est la conséquence de ces points-là, c'est que cette évaluation positive, elle va viser à influencer un système d'évaluation pour l'élève en lui apprenant à s'observer
et à devenir beaucoup plus vigilant dans ce qu'il fait. Donc, vous voyez, on est vraiment on va dire dans un principe basé sur l'évaluation formative, donc quelque chose qui n'est pas totalement nouveau, et qui va aussi être théorisé. Alors aujourd'hui, vous entendrez, ou vous avez certainement déjà entendu parler beaucoup d'assessment for learning, donc qui est, on va dire, les derniers travaux autour de l'évaluation formative, formatrice, donc d'assessment for learning, et donc en français d'une évaluation soutien d'apprentissage. Donc cette évaluation soutien d'apprentissage, qui est une évaluation essentiellement positive, se base sur ces points-là. Je vous disais, il y a un deuxième pan, c'est la partie sur la bienveillance. Alors, la bienveillance, on est souvent un peu gêné, ou en tous les cas, on sait que ça va donner lieu à polémique, de dire est-ce qu'une évaluation, finalement, peut être bienveillante. Alors, moi, je vais partir des travaux de Marzolier, que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui définit donc la bienveillance comme quelque chose qui consiste à sécuriser, vous le voyez, protéger, créer les conditions de l'épanouissement de l'autre, de son bien-être et de ses progrès. Donc, la prise en compte de ces différents points dans la classe va poser question parce que, bien sûr, il s'agit d'une posture positive des apprenants, mais ça pose quand même une question forte, c'est-à-dire comment, dans nos classes, faire tenir cette tension entre une évaluation qui se voudra exigeante, bien évidemment, pour faire de réels retours aux étudiants, aux élèves, mais en même temps qu'elle puisse être bienveillante. Et un certain nombre de chercheurs, alors là je cite Gelab et Marzolier, vont faire la proposition de mettre en place ce qu'ils ont appelé une bienveillance active avec une valeur éthique. Alors, pour l'instant, ça reste un petit peu abstrait. Je vais vous montrer que, au contraire, ce n'est pas du tout abstrait et que ça rejoint complètement ce qu'on a dit jusque-là. Marzolier a identifié, par exemple, 9 critères qui, pour lui, peuvent permettre d'identifier une évaluation comme positive et bienveillante. Et vous allez voir, vous voyez le premier élément apparaître, vous allez voir que dans ces critères, on retrouve en fait des éléments dont nous avons déjà parlé et que vous allez peut-être mieux comprendre maintenant en fait pourquoi j'ai fait ces détours par rapport donc, à la didactique du FLE et puis à l'évaluation. Donc, 9 critères. Premier critère, la transparence, qu'une évaluation soit transparente, c'est-à-dire que les règles du jeu pour les élèves soient claires. Que cette évaluation puisse être contractualisée, c'est-à-dire qu'on soit d'accord, là aussi, enseignant, apprenant, pour dire qu'est-ce qu'on évalue, sur quoi on évalue, à quel moment on évalue, pour faire quoi. Troisième critère, c'est que l'élève soit acteur de l'évaluation. Donc, faire beaucoup plus appel à l'auto-évaluation, par exemple, ou à l'évaluation entre pairs, l'évaluation mutuelle, donc entre élèves. Quatrième critère, l'exploitation métacognitive, donc des évaluations dites de manière positive, évidemment. Et ce qui nous ramène, si vous vous rappelez un petit peu de la définition que j'ai donnée tout à l'heure de la compétence, ce qui nous ramène au dernier point de définition de la compétence qui était de manière réflexive, de manière réfléchie. Donc, on est bien sur l'exploitation métacognitive, donc le retour sur. Cinquième critère, la prise de conscience, la différenciation des évaluations, la possibilité pour l'élève d'être évalué à sa demande, on y reviendra, la création d'espaces et de temps d'évaluation sans notes, qui sont donc des temps où les élèves vont pouvoir s'entraîner, vont pouvoir essayer, se tromper. Et le dernier critère, qui est le ton positif donc, de l'enseignant. Alors, cette évaluation positive, elle serait donc basée sur la bienveillance d'un côté et sur l'évaluation formative
de l'autre. À partir de là, si c'est le cas, eh ben, ça veut dire que plusieurs points. Premièrement, les notes ne sont plus donc les seules traces de l'évaluation. Deuxièmement, que l'approche par compétences est au cœur de notre travail. Troisièmement, que l'élève doit être, alors là j'ai mentionné le terme de réalisateur, on pourrait dire aussi partenaire, c'est-à-dire que nos élèves ont aussi les clés de l'évaluation, ils sont partenaires de l'évaluation, et qu'on va utiliser avec cette évaluation des démarches et des outils qui explicitent, qui verbalisent. Alors, on revient sur tout ce qui était méta, réflexif, mais qui verbalise, donc explicite les conduites, les stratégies, les réussites des élèves, par les élèves et pour les élèves. Donc, vous voyez, on est sur une approche qui permet de revenir, de croiser en fait tous ces éléments. Et puis, bien évidemment, mais là je passe très vite, elle s'inspire bien sûr des méthodes actives et des théories socio-constructivistes. Alors, on va passer maintenant à quelque chose, on va dire, d'un petit peu plus concret, sur des éléments plus concrets. Et je vais vous proposer un rapide petit sondage. Voilà. Selon vous, l'évaluation positive, elle peut se concrétiser par l'utilisation de quoi? Donc là, sur la toute dernière partie de notre webinaire, on va travailler plus avec des outils, des modalités et des outils. Et je vais vous proposer de nouveau ce petit sondage sur WooClap. Voilà, avec ce sondage, donc je vous laisse les codes. Donc, vous avez vu le système. Et une fois que vous êtes connecté, donc Emmanuel a eu la gentillesse de remettre le code dans le chat. Une fois que vous êtes connecté, vous arrivez donc sur ce sondage où je vous demande, selon vous, donc l'évaluation positive, elle peut se concrétiser par l'utilisation de quel type d'outils? Alors, je vous fais 7 propositions. L'observation des traces de réussite, l'explicitation des critères de réussite, l'utilisation de portfolios ou d'un carnet de bord, les bilans réflexifs via les applications numériques, les outils d'autocorrection et l'analyse des erreurs, la régulation interactive en évaluation mutuelle entre pairs, donc entre élèves, et le contrat didactique, pédagogique et négocié. Donc, je vous laisse une petite minute pour pouvoir vous positionner. Alors, je vois que vous êtes relativement partagés par rapport à ces outils. Bien, donc là, on a un peu plus de 80 participants. Et effectivement, vous êtes partagés puisqu'il n'y a pas un seul outil qui se dégage principalement, mais vous trouvez que voilà, celui finalement qui a le pourcentage le plus élevé, mais à 51%, ce qui n'est pas énorme par rapport aux autres, c'est l'utilisation du portfolio ou du carnet de bord. Mais on a aussi à 47% les outils d'autocorrection et l'analyse des erreurs. Et donc, par rapport à cela, si on revient, donc, pour ceux qui veulent continuer à intervenir un petit peu, vous pouvez tout à fait le faire. Mais par rapport à cela, ce que l'on peut dire, en fait, si on veut, si vous voulez une correction par rapport à ce que vous avez pointé, si je reprends ce que vous avez noté dans le sondage, en fait, l'évaluation positive, elle peut se concrétiser par l'observation des traces de réussite,
l'explicitation des critères de réussite, l'utilisation du portfolio, les bilans réflexifs, les outils d'autocorrection, la régulation interactive et le contrat didactique et pédagogique est négocié. En fait, tout ça va pouvoir, toutes ces démarches, tous ces outils sont des manières de mettre en place une évaluation positive. Donc, on ne va pas aujourd'hui développer évidemment chacun de ces outils. Je vais en pointer quelques-uns avec vous pour vous donner quelques exemples plus précis et on reviendra par contre dans les ateliers de manière beaucoup plus concrète sur les outils, leur constitution, leur préparation, leur utilisation en classe, dans quel type de démarche. Et là, on n'est plus sur un panorama. Donc, par rapport à tous ces outils, le premier outil que je vais vous proposer, c'est l'observation. Alors, l'observation, parce que c'est ce qui revient lorsque l'on parle d'évaluation positive, c'est le premier point qui vient en général le plus vite. Il faut observer. Alors, observer, oui, observer qui, quoi, comment, quand. Il faut pouvoir déjà identifier ce qu'on va observer. Et c'est, dans un premier temps, indispensable de fixer les critères de réussite avec les élèves en fonction de l'objectif pour qu'on puisse observer tout au long de la séquence, sous la forme d'entraînement, comment les élèves s'emparent, s'approprient, travaillent, acquièrent des apprentissages en lien avec ces critères de réussite. Et quand on arrive finalement à la situation finale, eh bien, on va reprendre l'ensemble. Donc, dans l'observation, en fait, on attend de nous, en tant qu'enseignants, qu'on puisse recueillir des traces. Donc, des comportements, des attitudes, des démarches, des procédures, des productions, des réalisations, c'est-à-dire des traces de réussite qui permettent d'attester les apprentissages des élèves. Si on veut être un peu plus schématique, l'idée, c'est quoi? C'est ça. L'idée, c'est qu'un élève qui réussit, c'est un élève aussi dont l'enseignant a pu observer ses réussites. Et observer ses réussites, ce n'est pas seulement en fin de parcours, mais c'est tout au long du parcours. Et c'est la succession de toutes ces traces, le fait de collecter toutes ces traces qui va permettre de dire que l'élève a réussi. Donc, dans un premier temps, on va effectivement observer, d'où la nécessité d'avoir des outils. Alors, collecter les traces, c'est à la fois prendre des photos, c'est garder des photocopies, c'est garder des traces des papiers ou des documents ou des écrits des élèves. C'est donc de pouvoir collecter tout ce qui va nous permettre ensuite un dialogue aussi avec l'élève pour expliciter, pour valoriser, pour interpréter et ainsi donc pouvoir pointer tous les acquis des élèves. Alors, tout à fait possible, dans cette logique-là, c'est ce qui est souvent proposé sur l'évaluation positive, de travailler avec un cahier de réussite. Je ne sais pas si ce terme vous parle, si vous l'avez déjà rencontré ou si vous avez déjà vu ce que c'était, mais c'est un des points que je vous proposerai en atelier, c'est qu'est-ce qu'un cahier de réussite, comment on l'organise, comment on le travaille avec les élèves et comment surtout on fait que les élèves s'emparent de cet outil pour en faire un outil vraiment d'apprentissage. Donc ça, c'est le premier point. Donc, premier outil, on va dire, autour de l'observation et de ce cahier de réussite, qui est donc les traces de réussite. Un deuxième point autour de l'évaluation et de l'auto-évaluation en particulier. Alors, là aussi, dans les ateliers, je vous mets les différents points, je reviendrai de manière beaucoup plus précise sur ce qui est important à travailler dans l'auto-évaluation et l'autorégulation, et notamment tout ce qui relève de ce qu'on appelle les outils mentaux, donc qui font appel à la métacognition, qui sont des grands mots, mais qui, concrètement en classe, sont des outils, alors je reviendrai sur le mind mapping par exemple, ou des outils de ce type, mais qui sont des outils très concrets et qui donnent de vrais effets parce que pour les élèves, c'est très simple de s'en emparer. Et donc, à partir du moment où vous utilisez un outil simple à utiliser pour l'élève, et du coup aussi pour nous,
eh bien, vous pouvez non plus vous centrer sur l'outil, mais ce que vous faites de cet outil. L'idée de l'auto-évaluation, c'est l'idée de la prise de conscience des processus et des procédures. Donc, en développant ses capacités d'auto-observation, le point précédent pointait l'observation de l'enseignant. Là, on est cette fois-ci sur l'auto-observation pour que justement l'élève puisse avoir plus de prise sur ce qu'il va faire. Et dans ce point d'auto-évaluation, on va retrouver les outils. Alors, je parlais du mind map, par exemple, mais on va retrouver aussi les outils d'autocorrection. Là aussi, je vous ferai des propositions, on va dire, opérationnelles d'outils d'autocorrection pour identifier, collecter et ensuite expliquer. Il y a aussi l'idée des critères, bien évidemment, avec à la fois l'explicitation de ces critères, mais aussi un retour sur ces critères. Qu'est-ce qu'on attend de moi? Qu'est-ce qui fera que ma production sera réussie? Qu'est-ce que je dois mettre en œuvre pour réussir? De quoi je vais avoir besoin pour y arriver? Donc, ces éléments qui sont des éléments qui permettent de faire en sorte que l'élève devienne acteur, qui prenne en charge son évaluation et qui se posent des questions, vont nous amener, eux et nous, à être dans une approche beaucoup plus positive et bienveillante. Et puis, un autre point dans l'auto-évaluation qui me semble moi extrêmement important pour qu'elle devienne positive, c'est le rapport au savoir, un rapport au savoir, vous voyez, plus personnel. Alors, moi, je vais m'appuyer en particulier sur la biographie langagière, je vais vous donner un exemple, ou sur comment j'apprends le français, qui est la première partie du portfolio. Et de tout ça, qu'est-ce que l'on veut dégager? En fait, chez les élèves, on veut dégager, on veut qu'ils construisent un sentiment, le sentiment d'une meilleure conscientisation, à la fois de ce qu'ils apprennent au niveau linguistique, bien sûr, hein, puisqu'on est prof de FLE, mais aussi communicative. Donc, comment je m'y prends? Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça n'a pas marché? Qu'est-ce qui me manque? Est-ce que j'ai besoin de reprendre des choses? Si je veux m'améliorer, qu'est-ce qu'il faut que je retravaille? Donc, tous ces éléments-là, donc autour du mind map, de l'autocorrection, l'explicitation des critères et le rapport plus personnel. Alors, vu le temps, je vais passer plus vite. Je pense que le portfolio européen, c'est quelque chose au moins en théorie, mais je suis certaine que certains d'entre vous le pratiquent aussi. Mais au moins en théorie, vous connaissez les grandes lignes du portfolio. Alors, dans les ateliers, je vous proposerai aussi un travail sur cet outil. Alors, pas sur l'outil édité chez Didier. Moi, j'ai commencé à travailler avec celui-ci il y a plus de 10 ans, mais très sincèrement, je l'ai abandonné pour en faire un, moi, plus adapté à mes élèves. Et je dois en être à peu près à la 6e ou 7e version, mais qui me permettent d'être vraiment sur faire le point, réfléchir sur les compétences et sur la dernière partie du dossier, les chefs-d'œuvre. Alors, je vous donne un exemple. Un exemple de biographie, je vais juste vous montrer le premier paragraphe. Voilà, donc un exemple de biographie. Là, c'est une de mes étudiantes, Camille, que j'ai en ce moment. On a démarré le semestre par le travail sur le portfolio et sur la biographie langagière. Là, on en est au G numéro 3. Donc, il y a eu déjà une écriture plus 2 réécritures pour arriver à ce travail-là. Et on est dans un texte, vous voyez, je ne vais pas vous lire le texte, vous l'avez sous les yeux, mais un texte qui, pour l'étudiante, est intéressant parce qu'il est extrêmement valorisant. Elle parle de son expérience avec les langues, mais la version auquel elle est arrivée aujourd'hui, donc qui est la version 3, est une version qu'elle peut montrer sans rougir, même à des francophones. Et ça, dans son rapport au savoir, dans son rapport à la langue française, c'est important. Donc là, c'est le travail sur la biographie. Je vous proposerai un travail là-dessus et sur écrire, réécrire en particulier. Là, je vais passer plus vite. Voilà, je vais vous montrer. Donc là aussi, c'est un outil que moi, je trouve extrêmement intéressant dans l'évaluation positive. C'est
une des pages du portfolio que j'utilise en classe où on fait le point, donc toutes les 3 semaines, en fait, on fait le point sur les apprentissages. Donc, vous voyez, là, j'ai simplement scanné une des pages d'un des portfolios de la classe avec le thème travaillé. Donc là, c'est un portfolio que j'ai utilisé en 2016, le degré de satisfaction. L'étudiant donc note ce qu'il sait et sait faire aujourd'hui, ce qu'il a appris de nouveau, ce qui lui pose question, ses besoins. Et tout ceci, ensuite, est mis en place, donc, tout ce travail de réflexion et d'échange est mis en place dans le dispositif. Donc, c'est ce dispositif sur lequel je reviendrai pendant les ateliers. Je vais terminer très rapidement, puisque là, ce sont en fait quelques exemples, vous voyez, par rapport à tout le panorama qu'on a identifié tout à l'heure déjà dans le sondage et puis dans les précédentes diapos. Là, vous avez compris, je pointe simplement quelques outils, mais qu'il faudra bien évidemment rediscuter, et notamment au niveau de l'utilisation dans la classe. Un autre point important, en dehors des contrôles, c'est l'idée du bilan. Du bilan de période. Alors, de période, c'est la séquence, c'est plusieurs séances, c'est plusieurs mois, et de montrer qu'on peut faire un bilan de période, bien sûr en auto-évaluation, ça c'était le travail précédent, mais aussi un bilan coopératif, donc ensemble. Donc, avec, là, vous avez une photo d'un moment d'une de mes classes où les étudiants travaillent donc sur le bilan à plusieurs. Avec un système, vous le voyez, un système donc, où moi je travaille avec des affiches, alors des feuilles A4 par exemple, plastifiées, avec, donc là on était sur un bilan qui est à la fois linguistique et de compréhension, où les étudiants par petits groupes répondent au bilan, donc c'est un diaporama qui défile en classe, ils répondent aux questions ensemble et ensuite j'échange les bilans, donc par groupe. Et avec des feutres donc, qui s'effacent, puisque tout est plastifié, un autre groupe va faire l'évaluation du premier groupe. Ce qui est intéressant, c'est pas nouveau, là je ne prétends pas du tout que ce soit nouveau, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est à la fois sur des choses effaçables, sur du processus et sur du travail en coopération. Ça, je vais passer et je vais conclure pour prendre une petite quinzaine de minutes pour vos questions. Je vais conclure par rapport à donc, cette évaluation positive en nommant 6 points. Donc, je vais revenir, je vais sortir un petit peu des outils, puis je vais revenir à un niveau un peu plus théorisant. Le premier point pour cette évaluation positive, ça serait déjà de travailler avec nos élèves sur la construction et la co-construction, donc vraiment ensemble. Tout à l'heure, je disais partenaire de l'évaluation, le référent de l'évaluation. Référent, c'est-à-dire les critères d'évaluation, comment ça va se passer, quand, avec quoi, quels critères. Donc, d'expliciter, de se mettre d'accord, d'où l'idée du contrat pédagogique et didactique, négocié et partagé. Deuxième point, c'est admettre aussi qu'il peut y avoir une pluralité de points de vue et que le jugement évaluatif, il peut venir de l'enseignant, il peut venir d'un élève, d'un groupe d'élèves, d'un élève sur son travail, d'un élève sur le travail d'un autre, d'un groupe sur le travail d'un élève, d'un groupe sur le travail d'un groupe. Enfin, voilà, on est sur l'idée d'une pluralité de points de vue. Troisième point, bien évidemment, là, ça paraît assez évident lorsqu'on parle d'évaluation positive, mais c'est l'idée qu'on est sur des entraînements. On peut essayer, on peut se tromper. Et c'est les tâtonnements qui vont nous permettre d'avancer. Mais toujours de manière explicitée, discutée et partagée avec les élèves. Bon, l'espace protégé renvoie au 4e point qui est le climat de confiance réciproque, d'où, et je démarrerai là-dessus pour les ateliers, l'idée de travailler avec les élèves dès le début de l'année, ou dès le début de la période, en fonction de comment vous travaillez, sur
un contrat didactique et pédagogique. On se met d'accord ensemble. Comment on va travailler ensemble? Donc, tout ce qui relève de la démarche d'auto-évaluation et d'évaluation mutuelle avec des outils. Et puis, l'idée de rendre les apprenants donc acteurs de leur évaluation et de leurs apprentissages. Voilà, donc, par rapport à tous ces points, à ces 6 derniers points, je vous remercie. Et puis, continuons de réfléchir ensemble et je vais prendre maintenant quelques questions. Donc, je vais arrêter le partage d'écran, ça sera plus simple. Voilà. Ouais. Il y a une intervention qui est intéressante là, dans le question-réponse. On revient donc aux besoins de bien-être en classe de langue. Ouais, c'est vrai que ça non plus, ce n'est pas nouveau. Hein. Ça non plus, ce n'est pas nouveau. Et c'est des points dont on a souvent parlé, discuté, mais qui étaient passés un petit peu à la trappe. Peut-être qu'aujourd'hui, et peut-être que la didactique des langues, notamment par le biais du cadre européen, est arrivée à un stade, alors ce que je vais dire n'engage que moi, hein, mais est arrivé à un stade où on est devenu de très bons techniciens, je pense. On est de bons didacticiens, on sait bien monter nos séquences, on sait bien mener nos séances, on sait travailler avec les élèves, mais peut-être que ce retour, vous voyez, hein, c'est ce que j'ai tenté de vous montrer, on va aller piocher dans différents aspects, dans différentes théories, mais ce besoin de revenir à l'évaluation positive ou à parler d'évaluation positive, c'est peut-être pour revenir à de l'humain, finalement, aussi. Et que notre technicité, issue très certainement de tout le travail fantastique hein, qui a été fait autour du CECRL, eh bien, a peut-être laissé un peu de côté des aspects plus qualitatifs dans notre évaluation, mais pas seulement. Alors, pour les questions, Emmanuel, je me tourne vers vous. Oui, donc il y avait… Un peu facilement, certes. Oui, donc merci Valérie. Il y a une question technique voilà, sur quelle heure se dérouleront les ateliers pratiques. Ce sera donc de 17 h à 19 h, heure de Bucarest et Sofia, donc 16 h à Tirana pour les collègues d'Albanie et 18 h pour les collègues d'Arménie. Voilà, donc vous êtes déjà très nombreux à vous être inscrits, là, 90 exactement. Donc voilà, et si vous voulez poser des questions, vous avez le choix, vous pouvez aussi lever la main, hein, et puis on peut vous donner la parole s'il y a des gens qui veulent prendre la parole, dire quelque chose, c'est tout à fait possible, vous cliquez sur lever la main et on peut vous donner le micro. Je circule un peu dans le chat pour voir s'il y a des questions qui ont été nommées, mais je n'ai pas l'impression. Alors, il y a un point, cela fait convoquer, mettre en œuvre en fait les outils de l'évaluation formatrice. Oui, effectivement. Hein, alors, je n'ai pas parlé d'évaluation, je l'ai juste cité. C'est vrai qu'on est sur 2 épistémologies un peu différentes là, et on est sur 2 cultures aussi un petit peu différentes. L'évaluation formative et formatrice, qui a été théorisée notamment par Doise et Muniz, c'est plutôt le versant, on va dire, francophone de la recherche sur l'évaluation. L'évaluation positive, elle, est issue plutôt des recherches sur le CARE, qui sont des recherches plutôt anglo-saxonnes, plutôt nord-américaines, hein, même très précisément, et qui sont donc sur une épistémologie nord-américaine de l'assessment for learning, issue de l'assessment for learning. On parle même maintenant d'assessment as learning, et donc de ce que j'ai appelé en bon français l'évaluation soutien d'apprentissage. Donc, on a, si vous voulez, hein, au niveau théorisation, même si on n'est pas là pour faire trop de théorisation, mais on a ces 2 courants
qui ont été développés plus ou moins en parallèle, mais qui se rejoignent totalement hein, sur les logiques, sur les fonctions de l'évaluation et sur le travail dans les classes, et qui font qu'aujourd'hui, c'est vrai que l'évaluation positive, de mon point de vue en tout cas, est plus ancrée dans tout le travail qui est fait autour du CARE et bon accent français, et l'évaluation donc soutient l'apprentissage. Voilà. Mais on retrouve, hein, vous avez totalement raison de parler d'évaluation formatrice. On est bien là-dessus. Oui. Alors, il y a Madame Mariana Soltan souhaite prendre la parole. Je vous Avec plaisir. donne la parole, Madame Soltan. Vous pouvez brancher votre micro et il faut que vous branchiez votre micro. Madame Mariana Soltan, voilà, branchez votre micro et vous pouvez poser votre question. Sinon, en attendant… Je peux répondre à… Je vois qu'il y a une question. Qu'est-ce que vous utilisez, recommandez pour faire une évaluation positive sur l'oral, surtout l'expression orale? Eh bien, je vais vous faire une réponse assez rapide. Retrouvez-moi la semaine prochaine dans l'atelier et vous aurez toutes les réponses. Peut-être pas toutes, mais en tous les cas, vous aurez des réponses. Puisque c'est aussi à cela que va servir l'atelier. Il y a juste, en attendant peut-être que la collègue allume son micro, il y a également une question donc, dans les questions-réponses. Vassilika Petronella Irimia, comment intégrer le numérique dans les démarches de l'évaluation positive? Également, Valérie, on vous demande dans le chat plusieurs fois si vous allez partager les diapositives. Oui, alors, très rapidement, pour les diapositives, effectivement, nous avons vu avec Emmanuel donc, que l'ensemble soit accessible. Hein, Emmanuel, je parle sous votre contrôle. Donc, le diaporama sera accessible donc, sans aucun problème. Oui, oui. Alors, la question que vous me posiez, Michael… Comment intégrer le numérique dans les démarches de l'évaluation positive? Alors, dans le numérique, il y a un point très simple qui est de dire les outils que j'ai pointés, qui faisaient partie du deuxième sondage là, auquel vous avez répondu, ces outils peuvent très bien être travaillés en présentiel ou en distanciel. Ça, c'est aussi un point. Alors, ça ne sera pas l'axe principal hein, de l'atelier, mais c'est un point que je développerai dans l'atelier parce qu'on s'est rendu compte, là, avec la situation sanitaire des 2 dernières années, que ça nous rendait quand même un certain nombre de services et qu'il valait mieux qu'on soit, nous, un petit peu au point sur toutes ces questions. Donc, oui, j'essaierai d'aborder la question des outils numériques et de voir comment, en fait, en adaptant assez facilement ce qu'on fait en classe, certains outils peuvent devenir des outils de travail à distance. Et je pense au portfolio, par exemple. Alors, moi, c'est un essai l'année dernière que j'ai mené, mais qui était un peu compliqué, on en reparlera certainement, de e-portfolio, mais qui pose beaucoup de questions. Hein, on y reviendra. Et ça fait partie, je vois qu'il y a une question sur les inconvénients aussi de l'évaluation positive. Bien sûr, et j'espère que vous n'avez pas, entendu mon propos uniquement dans l'idée de dire allons-y, faisons du positif, du positif. Faisons du positif et de l'évaluation positive, oui, bien sûr, parce que je pense qu'on a tous à y gagner, nous en tant qu'enseignants, enseignantes, bien évidemment, mais encore plus nos élèves, nos étudiants. Donc oui, c'est très positif, j'allais dire, mais c'est très intéressant. En même temps, et c'est pour ça que je souhaitais vraiment à un moment donné vous parler d'allier exigence et bienveillance, parce que l'évaluation positive, c'est pas de dire simplement « Oh, super, tu as fait quelque chose, bah, c'est super ». Oui, tu as fait quelque chose, mais par rapport à tout le travail qu'on a mis en place, l'explicitation des critères, la verbalisation, le retour sur, les aspects métacognitifs, réflexifs, tout ça vont vous permettre en fait d'avoir et de recueillir des traces qui ne sont pas simplement « Oh, super, ils ont participé ». Parce que ce n'est pas ça, l'évaluation positive. Ce n'est pas de dire « Ah, bah, ils participent plus qu'avant ». Tant mieux, mais l'objectif, il n'est pas là. Donc, il y a des inconvénients, bien évidemment, mais on réussit à les dépasser à la condition qu'on articule vraiment exigence et bienveillance. Il y a une autre question de David Hérault qui demande si la classe flexible rentre-t-elle dans la
dynamique de l'évaluation positive permet-elle justement de travailler sur l'accompagnement, la progressivité et l'acquisition des élèves? Je vois que David se tient bien au courant de tous les derniers concepts et propositions qui sortent. Effectivement, on parlait de la classe inversée, on a parlé après de la classe renversée, on parle maintenant de la classe flexible. Oui, pourquoi pas? Bien évidemment, enfin, je pense que la question, en fait, n'est pas tellement en termes de modalité. La question, pour moi, elle est davantage dans les partis pris et les convictions que vous avez, vous, en tant qu'enseignant-enseignante. Est-ce que déjà, pour vous, partager l'évaluation, devenir partenaire de l'évaluation avec les élèves, faire de l'auto-évaluation, travailler les analyses réflexives, faire des bilans, mettre en place un carnet de bord, un portfolio, etc. Est-ce que tous ces éléments-là, d'abord, dans votre conviction profonde d'enseignant, c'est important? Ça, c'est la première chose. Si vous dites oui, vous pouvez faire de la classe flexible, vous pouvez faire du numérique. Après, c'est plus qu'une question, j'allais dire, d'ajustement et de travail autour des modalités. Mais rien n'empêche, ce n'est pas du tout incompatible. Ça peut même devenir même très pertinent. Et peut-être Monsieur Ahmed Zagmi qui a demandé la parole. Vous avez la parole, Monsieur Zagmi. Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, Donc, je vous remercie beaucoup pour l'organisation de ce webinaire. En fait, la thématique de l'intervenante, elle était pertinente et riche avec ces concepts qui ont emparé donc le concept de l'évaluation. Comme vous saviez, comme vous saviez, à l'échelle internationale, beaucoup de recherches majeures qui ont emparé le concept de l'évaluation. On distingue les travaux de Michel Vial, les travaux de Figari, les travaux de Linda Allal, les travaux de John-Jacques Bognol. Je me rappelle bien, j'étais un étudiant à Aix-Marseille Université, donc à la DEF d'Aix-Marseille, avec Michel Vial. Il nous a parlé sur la base d'orientation rationnelle. C'est un concept qui a été inventé par Talesina. Donc, lorsqu'on parle de la base d'orientation rationnelle, on parle directement on parle sur la négociation, on parle sur les indicateurs, les critères, négocier la pratique de l'évaluation. Il y a aussi deux modèles qui gouvernent. Il y a aussi deux modèles qui gouvernent la pratique de l'évaluation à l'échelle mondiale. Il y a le modèle cybernétique. Il y a aussi le modèle systémique. Donc, le modèle systémique, il met en œuvre donc ces pratiques de négociation et de critérisation de l'évaluation. Et voilà, donc je vous remercie beaucoup pour une autre séance. Voilà, au revoir. Merci. Effectivement, juste pour peut-être pour boucler ce que vous venez de dire, merci pour votre intervention. Michel Vial, effectivement, a été un des premiers à théoriser ces éléments, suivi de peu par Linda Allal. Pour ma part, je travaille avec Lucie Mottier-Lopez, de l'Université de Genève, qui a pris la suite de Linda Allal. Donc, on est bien dans ces logiques-là, justement. Oui. Et on est bien aujourd'hui sur cette évaluation positive comme soutien à l'apprentissage. alors est-ce qu'il y a d'autres questions? Je sais. Ouais. Les gens disent au revoir. Alors, bien sûr, pour de nouvelles questions. Sinon, ce sera avec plaisir que je vous retrouverai donc, la semaine prochaine dans l'atelier que vous aurez choisi, que vous aurez en tous les cas, que vous pourrez suivre, pour revenir sur ces questions. Et je le rappelle, hein, là, on a posé un petit peu les bases, on va dire, théoriques, conceptuelles, pour faire un peu le tri et identifier ce sur quoi repose l'évaluation positive, parce que ça me semble très important. Là aussi, hein, en tant qu'enseignant, ne nous faisons pas balader par des concepts qui arrivent d'on ne sait pas où, mais
allons chercher un petit peu, creusons un peu, ce n'est pas de nouvelles choses, c'est intéressant, mais allons voir ce qui se cache derrière ces concepts pour pouvoir nous aussi être acteurs et concepteurs. Hein. Donc, le travail que nous ferons dans l'atelier sera un atelier beaucoup plus axé sur du concret et des outils de classe. Voilà. Et je m'arrête de parler. Alors, il y a une autre question dans le chat que j'appellerai peut-être un petit peu plus haut, mais qui n'est pas, je ne pense pas qu'il vous soit directement adressé à Valérie, de la part de Florina Kellarescu, qui demande si elle peut avoir, enfin, si les participants peuvent avoir un certificat de participation. Là, effectivement. Eh bien, comme d'habitude, effectivement, nous ne délivrons pas de certificat pour les webinaires, mais uniquement pour les ateliers. Voilà. Donc déjà, voilà, 118 personnes se sont inscrites pour les ateliers de mardi ou mercredi, sachant que ce sont exactement les mêmes ateliers, hein, ce ne sont pas deux ateliers différents. Donc voilà, peut-être qu'on peut clôturer. Merci à toutes et à tous. Bien sûr, il y avait la Roumanie qui était là massivement, bien sûr, mais aussi nos amis d'Albanie, d'Arménie, de Macédoine du Nord, de Moldavie, d'Arménie, et puis on a vu aussi d'ailleurs du Maghreb, où je ne sais pas d'où vient exactement le monsieur qui a parlé tout à l'heure, mais aussi de France, j'ai bien l'impression. Et donc merci à toutes et à tous de vous être connectés ce soir pour cette thématique extrêmement importante de l'évaluation. Et je pense que les gens ont un peu mieux compris ce qu'on pouvait entendre par la notion d'évaluation positive, même si, vous l'avez bien souligné, le CECRL est passé par là et on a déjà beaucoup travaillé sur ces questions, mais je pense qu'il est clair que même 20 ans après l'apparition du CECRL, il n'est pas du luxe, disons, de répéter les choses et puis de confirmer des pratiques qui se sont maintenant bien construites depuis dans cette dernière décennie. Voilà, merci beaucoup et puis à très bientôt. Michael, tu veux peut-être dire quelque chose en clôture? Je pense que effectivement, Emmanuel, tu as à peu près tout dit sur les aboutissements, les finalités. Je voulais simplement remercier la conférencière, mais je pense que dans le fil de discussion, comme on dit en beau français, pour pas dire le chat, les remerciements sont nombreux, appuyés, chaleureux. On vous remercie toutes et tous pour cette participation à travers ce fil de discussion. Et je remercie évidemment l'OIF CREFECO pour cette possibilité pour tous les professeurs de français de la zone de bénéficier régulièrement de ces formations avec des formateurs toujours extrêmement professionnels, pointus, et c'est effectivement quelque chose qui est particulièrement appréciable. Merci beaucoup. Un grand merci, donc oui, à tous et à toutes. À bientôt. Voilà, donc une très bonne soirée à tous, une soirée positive. Exactement. On va évaluer après. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, merci.